On se retrouve ce soir pour une petite heure de discussion, un petit webinaire. Vous en avez l'habitude, on le fait régulièrement, toutes les 2 semaines ou tous les mois. On a eu parfois des recruteurs, on a eu parfois des coachs. Ce soir, alors même si on en reparlera, mais tu as l'aspect coach aussi. Ce soir, on sera plutôt du côté de l'analyse vidéo avec Anatole Levallois, qui est analyse vidéo du côté de Bastia en Ligue 2. Alors, il a plusieurs casquettes au sein du club, on va en parler. Ce qui est intéressant, et je ne vais pas trop en dire parce qu'après il va pouvoir se présenter, c'est qu'il a eu une expérience avant la Ligue 2 à l'étranger. Donc le thème de ce soir, ça va un peu être d'en savoir plus sur son métier d'une part, mais sur les différences entre son métier en France et entre son métier à l'étranger, sur un autre continent même, je dirais. Voilà, il y a encore tout le monde qui est en train d'arriver. Voilà, je pense qu'on va y aller tranquillement. Comme d'habitude, n'oubliez pas, ceux qui ont des questions, posez-les dans le chat. On les voit. On se réserve un petit temps en fin d'émission, donc vers 19h50, par là, pour pouvoir y répondre. On va y aller, Anatole. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, du coup, et nous parler des grandes lignes de ton parcours avant qu'on rentre dans le détail? Oui, bien sûr. Alors moi, mon parcours, en tant que joueur, il est relativement simple. En fait, j'ai commencé le foot un peu comme tout le monde dans un club de village. Très rapidement, au niveau juste avant le collège, je suis parti dans un club un peu plus régional pour essayer de jouer au plus haut niveau possible, tout simplement. Et j'ai effectué la majorité de mes classes là-bas jusqu'en U17, où on jouait en régional 1, DH à l'époque. Après, je suis parti à l'US Avranches, qui est un club plus connu, l'équipe première est en National 1, avec projet de rejoindre la 18R1, et on est monté, c'est au moment du Covid, on est monté en 19 nationaux. Et j'avais l'ambition de jouer au plus haut niveau possible avec, par le travail et la détermination, l'ambition de finir professionnel, en tout cas de vivre du foot. Et donc, vu que j'étais pas en centre de formation, j'avais pas vraiment d'opportunité après le bac, et j'avais quand même envie de poursuivre mes études. J'ai souhaité partir et m'expatrier aux États-Unis comme certains peuvent le savoir, il y a la possibilité de faire les deux, études et foot là-bas, c'est-à-dire de jouer dans des infrastructures et un environnement qui permet la performance tout en suivant ses études. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir. Malheureusement, au moment où j'ai cette ambition, je découvre que j'ai un problème au niveau de l'aorte, qui en fait, en faisant de la VMA, d'essayer d'améliorer mon endurance, je découvre que je suis bloqué physiquement et j'arrive pas à la faire progresser, malgré les efforts que je mettais en place. Et au détour d'un rendez-vous avec un cardiologue, je découvre que j'ai un problème grave et que si je me fais pas opérer, je peux subir une mort subite sur le coup. Donc choquant, ça m'a détruit pendant un moment. J'ai eu un gros moment de doute, et donc je suis obligé d'arrêter le foot toujours aujourd'hui. C'est pour ça que je parle avec cette voix un peu enrouée. Ça fait maintenant 3 ans, et avec les contacts. Tu as quel âge là, pardon? Là, tu as quel âge, Anatole? Moi, j'ai 21 ans. Ok, 21. Okay. Voilà. Et donc, à ce moment-là, donc, je décide de contacter un peu les coachs avec qui j'étais en contact aux États-Unis. Et il y en avait un avec qui j'avais créé de très bons liens. Et donc, il me dit de rejoindre l'université pour être en tant qu'adjoint, de joindre le staff. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et je suis parti aux États-Unis 6 mois après mon opération, sans vraiment trop savoir ce qu'étaient les États-Unis, ce qu'était le coaching, même si j'avais coaché des catégories U6 à U9 en tant que joueur, parce que j'avais cet attrait pour l'entraînement. J'avais aucune idée de vers quoi je m'aventurais, parce que, je me répète, mon objectif, c'était de passer professionnel. Même si je n'étais pas passé par un centre de formation, j'étais convaincu que par le travail et la détermination sur le long terme, c'était possible. Et donc, je suis parti à l'aventure, c'était en juin 2021. D'accord. Donc, ouais, c'est toujours la période Covid à ce moment-là où on en sort, c'est ça? On en sort tout juste. En fait, je devais partir en juin 2020. Et en fait, Covid,
Et pour l'anecdote, en fait, je dois partir aux États-Unis. Donc, j'ai mon visage et tout pour partir aux États-Unis. Sauf que les frontières font qu'il n'y aura pas de saison universitaire là-bas. Donc, je suis retenu. Là, je pousse ma préparation encore plus, de manière plus importante de mon côté. Et sur une séance VMA où, en fait, par des bips que j'ai mis sur une enceinte, je suis le rythme. L'enceinte s'arrête sans aucune raison alors qu'elle était chargée. Coup du destin ou pas. 2 jours plus tard, je vais voir un cardiologue et qui m'annonce que si je ne m'étais pas arrêté sur cette course en VMA, bah, je serais sûrement mort en fait, comment dire, c'est mon aorte. Voilà, c'est ça. En fait, mon aorte aurait explosé parce qu'il y a un caillou de sang s'est formé et vu que je n'avais pas poursuivi l'effort, ça m'a permis de vivre. Et donc, coup du destin, chance de la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu des deux, et tant mieux. Hein. Et finalement, donc à ce moment-là, tu sais que tu pourras pas jouer au football, tu pourras plus jouer au football et encore moins au niveau. Mais est-ce que la décision de partir quand même aux États-Unis, donc pour faire ce double cursus études plus d'être coach et analyste, est-ce que c'était une évidence ou est-ce que tu partais surtout pour les études en te disant le reste, on verra où est-ce que ça me mène? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est exactement ça. En fait, au moment où j'ai cet accident et je me fais opérer, en fait, je suis dégoûté du foot pendant 3-4 mois. J'arrive plus à regarder de matchs alors que je regardais énormément de matchs en tant que joueur. J'arrive pas à prendre de plaisir. Je suis en petite dépression parce que le foot, c'était toute ma vie et c'était mon plan de carrière, même si j'étais relativement réaliste par rapport à mes qualités à ce moment-là. J'étais convaincu que je pouvais faire de grandes choses dans le foot, mais réaliste par rapport à mes qualités à ce moment donné. Et en fait, je décide parce que entre guillemets, je sais pas quoi faire et j'ai quand même envie de partir aux États-Unis parce que je me dis que ça peut être une bonne expérience pendant 1 an au moins. Et je contacte le coach, je lui dis que je vais venir. En fait, ça part de là. Je lui dis que je vais venir. Et il me dit, bah écoute, moi j'aimerais bien avoir un gars comme toi dans le staff parce que en plus, on s'était lié d'amitié vu que bah, j'étais un joueur sur qui il comptait dans l'effectif parce que j'avais l'une des plus grosses bourses de l'université. Okay. Et pour résumer, là-bas aux États-Unis, les coachs donnent des bourses pour payer les études, vu que les études ça coûte très cher. Et donc, ce qui permet aux joueurs de pouvoir jouer et d'étudier en même temps. Certains joueurs n'ont pas de bourse, ils doivent tout payer, 20, 15, 30, 40 000 dollars l'année. Et d'autres, comme moi, peuvent avoir la majorité des coûts des frais de payer. Et donc, je lui dis ça, il me dit avec plaisir, on s'appelle et il me propose de venir. Et donc je pars comme ça aux États-Unis, pas sur un coup de tête parce que c'était réfléchi depuis bien 1 an, mais avec un changement de trajectoire quand même par rapport à ce qui était prévu. Voilà, tout à fait, ouais, okay. Exactement. Comment, alors déjà, tu es parti où aux États-Unis? Dans quelle université tu arrives là-bas? Ouais, alors moi je suis parti en Arizona, donc c'est juste au-dessus du Mexique, à l'ouest des États-Unis. Je suis parti à Pima Community College, donc c'est une petite université de 2 ans, parce qu'il y a deux types d'universités là-bas. Il y a, comme en France, un peu les BTS et les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs ou la fac ou quoi que ce soit. Donc c'est deux différents types d'universités. Et là-bas, c'est quand même une grosse université parce que c'est la championne en titre des universités de 2 ans. C'est-à-dire, ils ont gagné le championnat national en 2018 à ce niveau-là. Donc, c'était pour cela que je les rejoignais dans un premier temps. Et donc, il y a cet attrait pour la performance aussi qui est toujours resté aujourd'hui parce que ce que je fais dans mon métier d'analyste aujourd'hui, c'est par souci de la performance et d'aller chercher l'amélioration tout simplement. Toi, tu rejoins, donc tu vas suivre un parcours scolaire d'un côté. Ce qui nous intéresse un peu plus, évidemment, c'est côté sportif. Tu rejoins le staff. 2 questions. Qu'est-ce que c'est ton rôle exact au sein du staff et de qui est constitué le staff? Vous êtes combien dans ce staff, etc. Alors, au début, je commence et en fait, j'ai un rôle comment on peut dire, un peu de team manager, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est
environnant à l'équipe, c'est-à-dire de tout ce qui est le sale boulot, en fait, on peut le dire, de mettre les chasubles, laver le matériel, préparer les C'est ballons. intendant en France. Voilà, intendant, ouais. Et même team manager, un peu préparer les déplacements, préparer la nourriture pour les joueurs ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est un rôle que je prends. En fait, moi, comme un peu comme quand j'étais joueur, j'ai faim, en fait. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'investir, je fais les choses à fond et on me donne ce rôle. Donc, le coach me donne ce rôle et progressivement, il voit que j'ai des idées de jeu, que j'apporte une plus-value à son staff. En fait, le staff, à ce moment-là, c'est l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens et moi. C'est un staff relativement petit pour une université, parce que c'est une université qui, malgré de bons résultats, est assez amatrice dans sa manière de fonctionner, mais c'est relativement intéressant. Puis, bien sûr, au niveau universitaire, il y a des kinés autour de l'équipe, etc. Mais au niveau du staff, même de la performance sportive, on est peu. Et en fait, très rapidement, je commence à faire de l'analyse, c'est-à-dire on a une VO là-bas, qui est une caméra automatique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une caméra automatique qu'on met avant un match et qui permet de filmer un match ou un entraînement. Et en fait, très rapidement, je mets ça en place. Le coach aime. Moi, je suis fort de propositions. J'amène toujours de nouvelles idées. Je parle beaucoup avec lui sur ses idées de jeu, ce qu'il a envie de mettre en place, comment améliorer les joueurs individuellement et collectivement. Et en fait, c'est là que je me rends compte que j'aime l'analyse, j'aime produire, en fait, ramener le 1% qui fait parfois la différence, même si je pense que l'analyse vidéo ramène plus qu'1% en termes de performance, mais c'est des détails qui font qu'on s'améliore et qu'on peut être performant. Donc, j'apporte ça progressivement et en fait, aux États-Unis, les saisons universitaires sont relativement courtes, durent environ 4-5 mois. Et en fait, très rapidement, j'ai de plus en plus de fonctions et je commence à animer des séances sur l'échauffement dans un premier temps, ensuite les conserves. J'avais toujours mon problème de voix qui fait que c'est compliqué pour moi d'entraîner, mais il m'intègre quand même, il me pousse à toujours chercher de nouvelles solutions et je pense que c'est pour ça qu'on a toujours aujourd'hui une super relation, on s'appelle souvent et ça m'a permis d'avoir un premier pas dans l'analyse et l'entraînement. Est-ce que à ce moment-là, quand tu arrives, parce que je ne sais pas si ça évolue ensuite, mais à ce moment-là, sur ces premiers mois, est-ce que tu as des diplômes ou des qualifications passées en France ou rapidement là-bas sur tout ce qui est soit coaching, soit analyse vidéo d'un côté, de l'autre? Non, j'ai absolument rien quand je pars. J'ai simplement une expérience d'entraîneur pendant une saison de U6 à U9 dans mon petit club de village dans lequel j'ai commencé à jouer au foot, mais simplement par envie d'entraîner. Et je pars simplement sans rien. J'ai pas de BMF, j'ai pas de premier diplôme d'entraîneur. Et j'ai simplement le bac quand je pars. Donc, en fait, ça vient simplement par la motivation et mon amour pour le jeu, tout simplement, qu'il me donne ses responsabilités au fur et à mesure En fait, au début, comme j'ai pu le dire, j'avais un rôle très, très limité, en fait, parce que faut qu'il m'accorde sa confiance, il faut que je lui prouve que je peux apporter quelque chose. Et donc, ça vient vraiment progressivement par mes efforts et mon envie. Okay. Et ma compétence, j'imagine. Une toute petite parenthèse, si vous avez des questions, je répète, sur l'expérience d'Anatole aux États-Unis, ensuite à Bastia, etc., posez-les, n'hésitez pas, on y répondra à la fin ou même en direct si on a des questions assez pertinentes pour faire progresser le débat. Combien de temps tu es resté dans cette première équipe? Et alors, petit point de détail, les joueurs avec quel âge dans cette équipe-là, en université? Alors, moi, dans cette université, je reste 1 an, donc une saison et une off-season, on appelle ça. Donc, c'est une saison où c'est 6 mois où on joue et 6 mois où on ne joue pas. Et moi, je suis resté 1 an, tout simplement parce que j'obtenais mon diplôme que j'avais pu passer un diplôme de 2 ans. Donc, comme évoqué, en fait, la première année, au moment où j'apprends pour mon problème cardiaque, je commence mes cours en ligne de cette université. Okay. Et l'année où j'arrive, donc en juin 2021, je commence ma 2e année. Et donc voilà, je reste 1 an. On gagne le championnat national avec cette université. Et pour la petite anecdote, en fait,
à la fin, entre la demi-finale et la finale, il n'y a aucun jour de repos. C'est 2 jours consécutifs parce que les timings sont serrés et que c'est toute une organisation avec plus de 12 équipes sur le championnat national. Et en fait, entre la demi-finale et la finale, je passe la nuit entière à analyser l'adversaire. Le coach me demande de faire ça, mais je le fais aussi parce que moi, j'ai envie qu'on gagne le lendemain. Et je passe toute la nuit à faire ça. Donc, je me couche, il doit être 6 heures du matin. On a séance vidéo à 9 heures. Ensuite, repas et on part au match. Et on a adopté le plan de jeu que j'avais mis en place avec le coach sur ce qu'on avait vu de ce que l'adversaire faisait. Et on va jusqu'aux prolongations. Et aux prolongations, c'est moi qui fais le coach, le speech à la mi-temps de la prolongation. Parce que en fait, ça s'est fait naturellement. Le coach m'a laissé le faire. Et on gagne au penalty. Et donc, c'est beaucoup d'émotions parce que c'était à 1 an, jour pour jour, que je m'étais fait opérer. Et au moment où on gagne, c'est une explosion parce que des détails, le coach gagne avec la finale nationale avec son fils sur le terrain. Donc, plein de moments comme ça. Donc, c'était super intéressant. Et voilà, donc je suis resté 1 an et ensuite je suis parti dans une autre université qui était là plus évoluée, plus développée, avec un staff de 6 personnes simplement pour l'équipe de foot et des infrastructures et une manière de fonctionner bien plus professionnelle, avec des logiciels qui permettent l'analyse, avec un terrain plus approprié, toute une infrastructure avec beaucoup de joueurs de centre de formation des 4 coins du monde qui viennent dans l'université. Donc, en fait, par souci d'évolution et de progrès, je décide de partir dans cette nouvelle université. Alors avant, on va en parler, et juste avant d'en parler, pour terminer sur ton expérience sur cette première année université, tu parles de la séance vidéo que vous faites le matin de la finale. À ce moment-là, c'est toi qui anime la séance ou alors toi, tu as travaillé sur la séance, tu l'as donné au coach et c'est plutôt le coach qui anime cette séance? Voilà. En fait, moi, j'ai travaillé, j'ai découpé les matchs et j'ai préparé une analyse. Je la donne au coach qui lui s'occupe de la présenter parce que c'était le fonctionnement qu'on avait depuis le début de la saison et c'était important de pas changer notre fonctionnement. Mais après, j'avais toujours un moment où je rajoutais mon point de vue ou des détails qu'il avait oubliés. Mais donc, c'était super intéressant. Et aussi, un point à noter, moi, j'avais un très bon anglais avant de partir, mais aussi je pense que le langage est important et utiliser les bons mots au bon moment, surtout dans l'analyse vidéo où les joueurs ont une attention réduite. Même, par exemple, faire 20 minutes de vidéo, ça commence à être beaucoup. C'est important d'avoir des mots pertinents et qui définissent exactement une situation, des mots que je n'avais certainement pas ma première année aux États-Unis. Et c'est bien que tu précises pour l'anglais aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel on revient souvent. Je pense que tu ne me contrediras pas, au contraire, toi qui as une expérience aux États-Unis, parler une seconde langue, au moins l'anglais, dans le football moderne, ça paraît être primordial. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, c'est pas si lointain que la plupart des gens le pensent. Moi, j'ai vraiment appris l'anglais au lycée en regardant une série entièrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de regarder des séries en anglais, etc., mais très peu le font. Et en fait, c'est simplement, j'ai regardé une série en anglais sans sous-titres ni rien. J'ai compris peu de choses de la série, mais en fait, ça permet d'avoir des automatismes qui se créent progressivement. Et le fait de faire l'effet cumulé, c'est un super livre par rapport à ça, de faire des efforts petit à petit chaque jour, permet 1 an, 2 ans après, d'avoir un très bon niveau en anglais et d'avoir des bases, surtout dans l'analyse vidéo, où beaucoup d'informations sur Internet sont données en anglais. Donc faites-le peut-être sur une série que vous ne voulez pas vraiment voir à la base, qui n'est pas super intéressante. Voilà. Si c'est Game of Thrones ou quoi que ce soit, gardez-le en français. Mais c'est vrai que ça peut servir, c'est une bonne solution. Alors je vois qu'on a des questions, mais Alexis, on la lit, on la garde pour la fin. Celle-là, elle sera intéressante pour y revenir. On va passer à ta deuxième expérience, donc dans une deuxième université américaine. Alors, tu pars où? Comment? Pourquoi? Explique-nous un peu pour poser le cadre. Ouais. Alors, en fait, je pars parce que je viens de finir mon diplôme, comme je l'ai évoqué, mon premier diplôme, et j'ai envie de passer un bachelor, donc ce qui est l'équivalence d'une licence en France. Et en fait, je pars, je contacte un maximum d'universités. En fait, moi, c'est vraiment une constante, je pense, dans mon parcours, c'est d'avoir toujours
essayer de trouver un maximum d'options et ensuite choisir après, plutôt que choisir la première option. Et donc, je pars là-bas parce que c'est une université reconnue qui, elle aussi, dans sa division, donc c'est très compliqué à expliquer, mais dans sa propre division, a gagné le championnat national il y a 2 ans auparavant. Et donc, c'est l'envie de toujours être dans la performance. Et j'entends que du positif du réseau que je me suis formé aux États-Unis par rapport à cette université. Donc, je pars là-bas et en fait, je viens un peu comme à la première université, je viens vraiment pour apprendre et apporter un maximum de volonté et d'envie. Et en fait, je viens en tant que 6e entraîneur, donc analyste et entraîneur, c'est-à-dire moi, je m'occupe des retours collectifs sur nos propres performances. C'est un rôle que je partage avec l'entraîneur principal, mais qui vient, en fait, ce rôle, il vient au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des matchs, où il voit que je suis investi, il voit que j'apporte une plus-value, en tout cas dans son analyse, et ce qui permet de corriger certains aspects à la vidéo. Et de plus, c'était un staff qui n'était pas très bon avec la technologie. Et donc, moi, j'apporte aussi cet aspect de pouvoir corriger certains points, d'apporter une aide informatique, tout simplement, en plus de l'analyse. Donc, c'était relativement intéressant. Et c'était vraiment là où j'ai vraiment appris comment structurer une séance, comment planifier ses performances, comment analyser l'adversaire. Tout ça que j'ai fait dans un premier temps par moi-même dans cette première université et par la suite dans cette deuxième où ça a vraiment été plus poussé avec des méthodes de travail bien définies et une manière de faire plus poussée. J'ai pas mal de questions là qui me viennent en tête et bon, en plus on a encore pas mal de temps devant nous. Alors première question, même si tu as dit que c'était compliqué à expliquer, j'ai 2 questions. La première, tu dis j'étais le 6e entraîneur. Donc déjà ça veut dire qu'il y a quand même un staff assez élargi pour un niveau universitaire. Et l'autre question, c'est est-ce que tu peux essayer de schématiser rapidement là où tu te trouves, à quel niveau universitaire c'est, parce que si j'ai bien compris, donc il y avait plusieurs divisions universitaires pour se rapprocher un peu du plus haut niveau, je présume. À quel endroit tu te situes à ce moment-là? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau universitaire, la performance ne permet pas d'aller au plus haut niveau possible. Par exemple, si on compare avec en France, Ligue 1, Ligue 2, en Ligue 2, les équipes sont moins bonnes qu'en Ligue 1, sinon elles monteraient en Ligue 1, tout simplement. Au niveau universitaire, ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment les moyens de l'université. C'est-à-dire une université qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'étudiants, va pouvoir être au meilleur niveau universitaire, même si l'équipe de foot n'est pas vraiment performante. Généralement, elle l'est, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Et donc, par rapport aux universités, aux différentes divisions, il y a la division 1, qui est là la plus reconnue, avec beaucoup de moyens, beaucoup d'étudiants, etc. La division 2, qui est une université où il y a moins d'étudiants, moins de budget, moins d'infrastructures, etc., mais de très bonnes équipes qui, en fait, ont le niveau pour jouer en division 1. C'est simplement, il n'y a pas de promotion ou relégation, comme c'est pareil au niveau professionnel aux États-Unis, en MLS ou en USL Championship, où il n'y a pas de promotion en relégation. Et par exemple, une équipe en USL Championship pourrait très bien jouer en MLS, mais simplement, il n'y a pas ce système d'ascenseur où des équipes peuvent être promues. Et donc, moi, cette deuxième université, elle est en division 2, parmi les meilleures. Et par exemple, en match amicaux, on joue souvent contre l'université joue souvent contre des divisions 1 et les bat régulièrement. En fait, c'est vraiment compliqué à expliquer parce que on n'est pas habitué à ça en France et c'est vraiment quelque chose à comprendre dans le système et la manière de faire. Ensuite, il y a la division 3 où là, c'est des étudiants athlètes qui ne peuvent pas recevoir de bourse. Donc, tout simplement, c'est plus des joueurs qui ont envie de jouer au foot à côté. Il y a des bons joueurs, mais ce n'est pas la priorité. Et ensuite, il y a les divisions NAIA, qui est une division séparée, complètement à côté, qui est avec moins de moyens encore, moins d'infrastructures. Et ensuite, les divisions de 2 ans, qui sont comme des BTS, qui là ont un relativement bon niveau. La plupart des étudiants n'ont pas un très bon niveau scolaire, et donc c'est pour ça qu'ils passent par ces universités dans un premier temps, pour ensuite être transférés, comme dans un club,
dans des plus grandes universités. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Si vous voulez vous renseigner, il y a beaucoup d'informations en anglais, par contre, sur Internet pour comprendre un peu le système. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de promotion en relégation. Est-ce que, pour finir de poser le contexte avant de parler du staff à proprement parler, sur cette seconde équipe en deuxième division, les joueurs ont quel âge en moyenne et est-ce que, pour on ait une idée peut-être en termes de niveau, est-ce que c'est des joueurs qui sont destinés, pour certains du moins, à pouvoir vivre du football derrière de manière professionnelle, au moins aux États-Unis? Au niveau des âges, c'est entre 18 et 23 ans, à peu près. La plupart sont issus de centres de formation. C'est-à-dire, nous, on avait un joueur qui venait du Racing Club de Strasbourg. On avait des joueurs qui venaient des Corinthians au Brésil. Il y a des centres de formation en Norvège, en Angleterre. Donc, beaucoup de joueurs issus de centres de formation qui n'ont pas réussi à percer et à aller qui ont été virés à un moment donné de leur centre de formation. Et leur objectif, c'est clairement d'avoir un suivi scolaire et ensuite de pouvoir intégrer une équipe professionnelle dans un second temps. Peu y arrivent, il faut être réaliste, c'est comme un peu un niveau R1, N3 juste après un centre de formation où beaucoup de joueurs en fait, qui sortent de centre de formation vont dans ces niveaux N3, R1 avec l'objectif de remonter. Mais c'est ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et qui font qu'ils n'y arrivent pas. Mais dans l'université, il y a pas mal de joueurs chaque année, enfin pas chaque année, mais il y a beaucoup sur un panel de joueurs sur les 10 dernières années, il doit y en avoir une bonne dizaine au moins qui vivent actuellement du foot et qui ont fini par être professionnels aux États-Unis ou ailleurs. Ok. Pour recentrer sur le staff, pardon, puisque tu disais que tu arrives là en tant que 6e adjoint, et ce qui, je pense, paraît énorme quand on connaît un peu les staffs en France à des niveaux professionnels. Il n'y a pas forcément 6 adjoints, entraîneurs, analystes, etc. Comment ça se décompose assez rapidement? Est-ce que chaque entraîneur, donc il y en a 5 autres avec toi, avec le coach principal, est-ce que c'est uniquement des entraîneurs? Est-ce qu'il y a aussi un autre analyste? Est-ce que tu as un entraîneur qui est spécialisé sur, je ne sais pas, le coup de pied arrêté, comment ça se passe? Alors en fait, comme tu l'as dit, il y a l'entraîneur principal qui chapeaute un peu tout. Ensuite, il y a l'entraîneur adjoint qui est aussi entraîneur de la réserve. C'est-à-dire qu'au niveau universitaire, des fois, il y a des grands effectifs avec 2 équipes. Et donc, il est entraîneur de la réserve, mais avec ce rôle de premier adjoint sur l'équipe première. Ensuite, il y a le deuxième analyste qui, lui, s'occupe de l'analyse de l'adversaire. Donc, il s'occupait intégralement de ça. Et aussi, à une partie... Les 2 premiers adjoints ont beaucoup de parties de coaching, en fait, de coacher des échauffements, de coacher certaines conserves ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a l'entraîneur des gardiens qui est exclusivement sur les gardiens et qui a un regard limité sur tout ce qui est côté tactique, qui s'occupe vraiment du côté de l'aspect sur les gardiens. Ensuite, il y a un autre adjoint qui, lui, est comme moi dans un début de carrière, c'est-à-dire il vient de sortir de l'université et souhaite avoir un aspect, avoir une première expérience en tant que coach. Et donc, lui, il s'occupe, il fait beaucoup de coaching sur l'équipe réserve et un peu sur l'équipe première. Et il y a moi qui fais un peu des deux comme lui, mais avec une partie un peu plus sur l'analyse et aussi sur tout ce qui était gérer les équipements, gérer la logistique, des aspects qui sont nécessaires, même s'ils ne sont pas les plus intéressants quand on est passionné du jeu et qu'on a envie de faire de l'analyse, mais qui sont nécessaires à ce niveau. Et moi, j'étais vraiment pas dans une volonté de m'imposer, d'imposer mon ego, si je puis dire, de vouloir ne pas faire certaines choses. Moi, je faisais ce qu'on me disait et avec plaisir pour avoir l'envie d'apprendre sur le côté jeu, mais aussi montrer que je suis motivé à passer par chaque étape qui est nécessaire pour s'améliorer tout simplement. Et à ce moment-là, tu disais, il me semble que tu vas commencer à travailler quand même avec des outils qui sont un peu plus poussés que sur ta première université. Tu travailles rapidement avec quels outils pour tes analyses, pour les retours, etc. Alors à ce moment-là, on travaille avec, donc on a les caméras VO. Toujours, bien sûr.
Après, on a aussi un deuxième angle de match parce que les matchs sont télévisés. Donc, ce qui nous permet d'avoir on mettait la VO généralement à l'opposé de la caméra télévisée, ce qui nous permet d'avoir deux angles sur le match. On utilisait Instat. En fait, on uploadait Instat, pour ceux qui ne savent pas. En fait, ça a été racheté par Hudl, mais ça permettait d'avoir des données sur un match. En fait, généralement, c'est utilisé par certains recruteurs pour aller chercher des joueurs à l'étranger ou quoi que ce soit et avoir des stats sur leur match. Et fonctionnalité qu'on utilisait, c'était de mettre le match sur la plateforme et avoir de leur côté, du côté de l'entreprise, ils puissent nous faire des données, par exemple, sur le nombre de kilomètres courus, sur les pourcentages de sprint, où est-ce que ça centre, où est-ce qu'on utilise le plus le ballon, où sont nos pertes de balles, etc., pour les utiliser par la suite. Donc moi, je n'utilisais pas énormément cet outil, je l'utilisais de manière périodique sur des retours individuels ou quoi que ce soit, mais pas dans l'analyse qu'on faisait en tout cas de l'usage que j'en faisais, mais c'était toujours intéressant de pouvoir avoir un référentiel par rapport à cet outil qui est quand même plus intéressant que simplement avoir un match brut. Et voilà. Après, c'est vraiment dans ma troisième expérience qui est celle que je fais actuellement, où j'ai pu découvrir par exemple Sports Code ou comment Wisecout qui permettent vraiment de pouvoir encore plus pousser les choses, mais c'était déjà très intéressant parce que moi, en fait, c'était progressif sur mon parcours et ça a permis d'avoir une première vision sur le métier d'analyste et ce que ça pouvait être. Est-ce que on va tranquillement finir sur la partie États-Unis, mais encore quelques précisions. Est-ce que les diplômes que tu passais en parallèle de ton activité de coach, c'était des diplômes en rapport avec le sport de manière générale ou c'était quelque chose de complètement à l'opposé? En fait, ça n'avait rien à voir avec le sport. C'était simplement du management. Donc, c'était de la gestion et gestion d'entreprise. C'était intéressant. Après, moi, mon objectif, c'était vraiment d'être là pour le sportif. Et donc, ça a été... on pourra faire un lien. Aujourd'hui, je suis toujours en études pour me former et toujours m'améliorer dans mon métier. Mais aujourd'hui, les diplômes que j'ai passés, c'est un niveau licence en France. Donc, c'est équivalent Bac+3. Et ça me permet de travailler en entreprise de manière traditionnelle, mais rien à voir avec le foot. Oui, le foot. On reparlera sur les questions, on reparlera rapidement parce que tu es en train de passer un diplôme universitaire cette fois en France et donc en rapport avec le football, avec ton métier d'analyste. Donc, on en reparlera rapidement à la fin. Pour terminer sur les États-Unis, du coup, est-ce qu'on est d'accord que quand tu termines ton expérience là-bas, tu n'as pas forcément passé officiellement de diplôme ou de certification forcément dans le coaching ou l'analyse vidéo? Ouais, c'est ça. J'ai rien passé. Voilà, ok. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as senti, sans forcément, on n'est pas là pour dire, ok, là-bas c'est mieux qu'en France ou en France c'est mieux, mais est-ce que tu sens que finalement aux États-Unis, on est plus sur une reconnaissance des compétences et de l'envie plutôt que sur les diplômes? Est-ce que ce genre de parcours aurait été peut-être possible en France ou pas? Parce que c'est quoi ton ressenti par rapport à ça, toi qui y as été? Ouais, c'est une super question parce que c'est clairement ce que j'ai ressenti, c'est que si on fait un parallèle, c'est comprendre que moi, sur ma deuxième université, je fais que ça. Donc, je suis étudiant et en même temps entraîneur sur l'équipe universitaire. Et on est sur une méthode de fonctionnement où on est en entraînement tous les jours, on a séance vidéo, pas quotidiennement, mais presque. Il y a des kinés qui sont mis à disposition. On a un terrain uniquement pour nous. On a un vestiaire qui nous permet d'avoir des retours vidéo directement dans le vestiaire pour les joueurs et directement aller s'entraîner. Donc, tout est complètement pro. Voilà, c'est ça. C'est presque pro parce que on n'a pas les spectateurs qui vont avec. On a 400, 500 personnes à chaque match, mais c'est pas un monde professionnel. Mais tout est mis en place, comme dans un centre de formation, tout simplement, pour la performance. Et moi, j'intègre ça, sachant que je n'ai aucune expérience ou aucune certification à proprement dite. Et donc, c'est une chance, parce que si on fait un parallèle en France, dans quelles circonstances j'aurais pu me retrouver à ce niveau-là, je pense très peu.
Donc, donc oui, clairement, je pense que c'est à l'envie. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer ces structures. C'est parce que j'avais l'envie de me développer, pas d'ego mal placé. Et simplement, j'étais fort de propositions dans ce que je faisais et avec l'envie de toujours apprendre et ne pas partir avec des certitudes sur ce que je savais ou de la manière avec laquelle on devait faire les choses. Merci de ce retour sur ton expérience aux États-Unis dans un premier temps. On va passer à une deuxième partie, puisque à l'heure actuelle et depuis cet été, on est bien d'accord, c'est ça? C'est ça. Tu es en France, plus précisément en Corse, avec le Sporting Club de Bastia. Et tu as donc plusieurs casquettes avec le club. D'un côté, tu es l'un des analystes chez les pros. De l'autre, tu es également analyste avec l'équipe réserve qui est en National 3 et tu es également adjoint sur les U16, on est d'accord, du club. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu, alors sans trahir quoi que ce soit, mais comment ça s'est fait finalement, là, cette transition-là, et nous expliquer un peu, nous détailler grossièrement, enfin je veux dire après on orientera certaines questions, mais comment ça s'organise tes semaines et cette triple casquette que tu as? Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, quand je quitte ma dernière université, c'est parce que j'ai pas de proposition de rester, simplement parce que les places, en fait, il y a un budget défini par rapport au poste sur des emplois à plein temps ou presque, comment dire, sur des emplois où ils n'ont aucun frais à payer, ils sont simplement payés pour être coach. Il y a plus de place, donc je décide de contacter certains clubs en France pour potentiellement avoir une opportunité, parce que j'avais un ami qui était au Stade de Reims à ce moment-là en tant qu'analyste vidéo. Et je me retrouve avec certaines propositions de très très grosses universités qui sont là au meilleur niveau possible dans la première division, avec plus de 10 000 personnes à chaque match, etc. Donc des très grosses universités, parce que j'ai été performant, et je pense mon CV montre ça, et je pense que j'ai lié des bonnes relations aux États-Unis, ce qui fait que certaines personnes m'ont mis en avant quand on leur a demandé ce qu'ils pensaient de moi. Donc, je me retrouve, et ma première volonté, c'est de rester aux États-Unis parce que j'adore l'environnement. Okay. Et en fait, je contacte plusieurs clubs en France par rapport au fait d'être analyste vidéo et de commencer en tant que stagiaire, donc c'est-à-dire d'intégrer une structure de cellules vidéo pour apprendre déjà aux côtés de gens pour qui c'est le métier à plein temps. Parce qu'aujourd'hui, mon ambition, c'est d'avoir ce métier à plein temps, mais je suis, même si j'en vis et je fais que ça au quotidien, mon ambition, c'est d'en vivre à temps plein. Et donc, j'ai l'opportunité avec le Sporting Club de Bastia qui cherche 2 analystes pour être à mi-temps entre l'équipe première et soit la réserve, soit les 19. Je passe les entretiens et j'ai la chance d'être pris. Donc, j'avais eu l'opportunité de rejoindre plusieurs clubs professionnels par rapport à ça, par rapport au fait de rejoindre la cellule vidéo. Et je décide de rejoindre le Sporting Club de Bastia parce que j'ai un très bon feeling, et c'est comme ça que j'ai choisi toutes mes opportunités. C'est parce que j'ai un très bon feeling avec la personne avec qui j'ai passé mon entretien et qui sera celle qui me guidera et qui m'apprendra le métier. Et en fait, je rentre j'ai la chance d'être pris, donc je m'envole pour l'île de Beauté en début d'été, avec un rôle qui est mon premier rôle, c'est d'être analyste vidéo de la réserve qui est en National 3. Donc je suis seul sur la catégorie, c'est-à-dire que je m'occupe des retours individuels, collectifs et l'analyse de l'adversaire. J'ai dans un second temps, comme tu l'as dit, je suis adjoint de la cellule vidéo de l'équipe première, c'est-à-dire que moi je m'occupe de toute la partie pré-analyse, c'est-à-dire obtenir toutes les données nécessaires et essentielles pour permettre aux deux analystes qui sont à plein temps avec l'équipe première de faire l'analyse de l'adversaire. Et enfin, j'ai une casquette qui s'est rajoutée parce que j'ai envie d'avoir ce côté entraînement en tant qu'adjoint des U16 R1, parce que j'aime le jeu et j'aime aussi entraîner, guider des sessions, etc. Donc, c'est ces 3 casquettes qui se sont liées,
et qui font mon quotidien aujourd'hui. Comment ça se passe du coup est-ce que, bon là ce soir, on a la chance de t'avoir avec nous, mais c'est, je présume, une des rares soirées où tu es un peu tranquille. Comment ça se passe le reste du temps en termes d'organisation genre, je présume que c'est bien étudié, mais du coup, pour switcher d'un rôle à un autre, une semaine type, elle ressemble à quoi actuellement pour toi? Bah, une semaine type, ça va être si on a joué, imaginons on a joué le samedi ou le dimanche, l'objectif ça va être de faire un retour le plus rapidement possible individuellement aux joueurs, c'est-à-dire de leur envoyer leur séquence individuellement des joueurs de la N3. Okay. Parce que moi, mon but c'est de former ces joueurs à aller au plus haut niveau possible. Le premier objectif c'est la performance, parce que je suis convaincu que la performance amène le progrès et amène un joueur de progresser. Et deuxièmement, c'est de lui permettre d'avoir toutes les clés en main de ce que les coachs, parce que moi je suis en rôle de soutien des coachs, de leur permettre d'avoir un maximum d'informations sur comment le staff et les coachs veulent former le joueur à aller au plus haut niveau possible. Et donc ça va être retour individuel que je vais faire généralement le dimanche soir, okay. Alors le samedi soir si on a joué le samedi. Le lundi matin, je vais m'occuper de faire le retour collectif pour, c'est-à-dire préparer la séance vidéo qu'on va faire avec le staff, que je peux être amené à présenter, mais généralement c'est l'entraîneur adjoint qui va s'en occuper. C'est simplement un fonctionnement qu'on a décidé comme ça. Ensuite, je vais m'occuper de tout anticiper par rapport à mon rôle avec la Ligue 2, qui reste la priorité, c'est-à-dire d'anticiper le match qui se joue dans 3 semaines, c'est-à-dire on a toujours 3 matchs d'avance, parce qu'avec l'autre stagiaire, on fait un match sur 2. Donc, par exemple, je vais m'occuper de coder les matchs de l'adversaire. Par exemple, si on joue le Paris FC ou Bordeaux, je vais m'occuper de coder leurs 5 derniers matchs. Coder, ça veut dire mettre par séquence chaque action de jeu. Par exemple, tous les corners, indiquer que c'est des corners pour que les analystes puissent s'y retrouver et puissent avoir accès à ces informations. Et ça, avant de poursuivre, pardon, j'en profite pour préciser. Déjà, tu as anticipé ma question sur qu'est-ce que c'est coder, donc c'est bien comme ça, c'est déjà très clair. Ça, tu le fais directement sur SportsCode? Voilà, c'est ça. Tu l'avais déjà utilisé aux États-Unis ou pas du tout? Non, je ne l'avais jamais utilisé, c'était la première fois que j'utilisais. D'accord. On s'est formé tout le mois de juillet avec la cellule vidéo pour qu'on puisse apprendre à comment utiliser parce que c'est un logiciel relativement avancé. Okay. C'est ce qui se fait de plus complet au niveau professionnel, en tout cas en Europe. Et donc c'est un superbe outil pour pouvoir détailler un match dans les moindres détails. Et en fait, c'est un outil bac à sable, c'est-à-dire on peut le modifier de la manière avec laquelle on veut analyser l'adversaire ou notre équipe. Donc ça permet de faire ce que l'on veut. Okay. Et après, il y a évidemment dans la semaine tous les entraînements avec les U16R1 qui sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir. Donc c'est beaucoup de choses à prendre en compte, sachant que je suis présent sur la majorité des séances de la N3 pour toujours avoir une relation avec le staff et pouvoir voir les joueurs, surtout sur les séances fortes et sur les séances tactiques. Donc c'est beaucoup d'aspects à prendre en compte. Après, c'est un plaisir, c'est un métier passion. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais après, j'ai la chance d'être dans une structure qui me fait énormément confiance et qui me laisse être fort de proposition. Donc, c'est honnêtement un plaisir chaque jour, même si ça demande des sacrifices et beaucoup de discipline. Est-ce que tu avais pu aux États-Unis utiliser certains outils? Alors, on avait parlé de VO, mais on n'a pas trop cité ce que tu as utilisé peut-être dans la seconde expérience. Est-ce qu'il y a certains outils que tu as pu utiliser qui t'ont servi à pouvoir intégrer Bastia par rapport à tes compétences? Est-ce que tu as pu mettre en avant quelque chose et dire, bon, au-delà de mon expérience voilà, sur le terrain avec l'équipe, j'ai utilisé VO, j'ai pu utiliser ça, etc. Vu que, alors je ne sais pas si Bastia travaillait déjà avec SportsCode par le passé ou pas, mais toi, en tout cas, tu ne l'avais pas encore pris en main. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres outils que tu as pu mettre en avant et qui t'ont servi à pouvoir intégrer le club?
Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai utilisé Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage, tout simplement. C'est pas du tout fait pour la vidéo de base, mais ça m'a permis de découper des séquences et d'habiller certaines séquences, notamment lors de l'entretien pour intégrer le club. Ensuite, Instat, c'est en fait relativement similaire à Wisecout, qui est Ouais, une ça n'existe plateforme. plus. Voilà, c'est ça. C'est qui permet de regarder des joueurs à l'étranger ou d'avoir enfin, comme on a pu l'évoquer, d'avoir une vision un peu plus individuelle ou sous forme de stats, etc. Et donc, c'est majoritairement ces deux choses qui m'ont permis d'avoir une première expérience. Et après, je pense que c'est la diversité de mon parcours. Il y a très peu de jeunes qui ont ce parcours et qui ont eu aussi des événements comme j'ai pu avoir par le passé avec mon opération du cœur qui font que, je pense, me donne une envie de toujours faire mieux et de toujours essayer de m'améliorer sur les aspects que je dois corriger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... alors, on n'est pas forcément dans... je ne parle pas vraiment de la manière dont ça se passe à Bastia spécifiquement. Encore une fois, on n'est pas là pour trahir de secrets de vestiaire ou de manière de faire, mais est-ce qu'il y a des choses, quand ton arrivée en France et le fait de rentrer dans une structure pro, qui t'ont choqué, même positivement, hein, je veux dire, par rapport à ce que tu connaissais aux États-Unis, dans la manière de faire, dans le professionnalisme, quelque chose qui te vient en tête, une différence majeure dans ton métier au quotidien? Moi, je pense que tout simplement, parce que là, on a la chance d'avoir une cellule vidéo à Bastia, c'est le professionnalisme que j'ai pu avoir et que j'ai pu découvrir grâce aux deux personnes qui sont responsables de la cellule et qui sont à temps plein avec les pros. C'est l'attention aux détails, c'est la performance. Ici, c'est c'est des enjeux qui sont bien plus importants que le sportif parfois. Donc, c'est savoir gérer les détails, savoir être professionnel, faire tout simplement très attention à ce qu'on fait pour être le plus performant possible. Et, et, et ça, c'est évidemment quelque chose que j'ai appris et que j'essaye de développer au quotidien dans l'attention aux détails, l'attention à ce qui permet la performance, de toujours aller chercher le 1% qui fait qu'à la fin, il y a peut-être un résultat ou à la fin, il y a peut-être un joueur qui va signer pro parce qu'on lui a permis de se développer. Mais ouais, sur ça, c'est vraiment un choc parce que même si le niveau universitaire aux États-Unis est top sur plein d'aspects, peut-être que c'est pas le niveau professionnel, tout simplement. Je ne l'ai pas connu aux États-Unis, peut-être que c'est le cas. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment c'est le haut niveau, tout simplement. Bien sûr. Avant de passer un peu aux questions de la fin, mais on en a pas mal encore à aborder, on a un de nos collègues chez Formation Football, Étienne, qui est supporter de Bastia et qui m'a dit il faut poser certaines questions que j'ai trouvées intéressantes, même si ça ne concerne pas directement ta manière de faire. Tu as mis les pieds quand même dans un environnement qui est particulier. En France, avec Bastia, il y a un système de socios, il y a une ferveur. Là, pour le coup, tu as un stade qui est quand même très souvent plein. Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans la manière, pour toi ou d'ailleurs pour les analystes, etc., dans la manière de préparer les rencontres? Est-ce qu'on se dit, à domicile, par exemple, il va y avoir du monde, on ne peut pas se louper. Est-ce qu'il y a un supplément d'âme qui rentre en jeu ou pas? Ouais, c'est clair. C'est un plaisir immense d'être à Bastia par rapport à la ferveur qu'il y a. Moi, la première fois que je suis rentré dans le stade, c'était impressionnant pour le premier match de championnat cette année. Mais évidemment, après nous, c'est pas notre rôle, entre guillemets, d'être pris par la pression ou d'être influencé par la pression populaire. Mais par contre, ça y joue forcément parce qu'on n'a pas comme je l'ai dit, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est un métier où il faut être très précis, faut savoir être performant à tout moment. Et donc, je ne sais pas si ça a ça a évidemment une influence, je pense, mais je ne sais pas si ça modifie ma manière de faire au quotidien. Okay. Si c'est une réponse. Bien sûr. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ta réponse, c'est même de dire que
logiquement, c'est pas ton rôle d'être influencé en tant qu'analyste. Voilà, toi, tu as des manières de faire, tu as un objectif. Le reste, même si ça compte, bon, c'est l'extérieur et ça te concerne un peu moins, on va dire. Bien sûr. On a encore quelques questions intéressantes dans le chat. Je voulais revenir, on en a parlé rapidement tout à l'heure, sur le diplôme universitaire. On a souvent dans la formation des gens qui nous posent des questions sur ces diplômes-là, parce qu'il y a un cursus alors, sans dire de bêtises, je crois qu'il y en a 5 ou 6 en France. Toi, tu suis celui de Montpellier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que rapidement, tu peux nous en parler, si tu as les réponses? Déjà, pourquoi tu fais celui de Montpellier? Est-ce que c'est géographique par rapport à Bastia? Est-ce que celui de Montpellier, il me semble qu'il est bien coté aussi? Est-ce qu'il y a cet aspect-là? Est-ce qu'il propose quelque chose qu'il ne proposait peut-être pas à Lille? Quelle est la démarche pour toi? Simplement, le DU de Montpellier, comme tu l'as dit, est réputé dans le métier, parce que c'est un métier relativement jeune, c'est pour ça qu'il y a peu de formation à ce niveau-là. Dans un second temps, c'est aussi pour une question de développer ses connaissances, d'améliorer, d'aller chercher la performance. Et je pense que la clé pour être un bon analyste ou travailler dans le foot de manière générale, c'est ne pas se reposer sur ce qu'on sait et toujours se remettre en question. Je pense que c'est essentiel. Et dans un troisième temps, c'est aussi développer mon réseau et connaître des gens qui travaillent dans des clubs dans la France entière et pouvoir échanger et découvrir des parcours qui sont aussi divers que le mien. Je pense que c'est très important. Pourquoi je suis allé à Montpellier? Parce que il y a ces trois aspects et aussi parce que c'est proche de Bastia, comme tu as pu le dire. Et donc, c'est plus facile pour s'y rendre. Mais je pense que c'est important de se former aujourd'hui. En tout cas, si on souhaite faire ça comme métier, parce que comme on peut le voir, c'est un métier qui va les technologies vont de plus en plus vite. Et donc, savoir avoir une analyse sur le jeu, c'est important, mais aussi avoir une compétence sur des logiciels ou sur une manière de faire, c'est aussi important. Rester alerte par rapport à ce qui se fait, etc. quoi. Bien, c'est okay. ça. Et est-ce que, avant qu'on passe aux questions du chat, tu es aussi donc adjoint avec les U16 R1, ou alors là, je ne sais pas si tu utilises la vidéo également, mais en tout cas, tu as quand même un rôle de coach, d'éducateur pour le coup. Est-ce que pour toi, c'était impératif de pouvoir le faire aussi? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de coacher avec des plus jeunes dans ta manière peut-être d'analyser, de faire de la vidéo derrière sur les pros, sur la N3? Et est-ce que tu te formes là aussi? On sait qu'il y a des certifications, des diplômes, etc. Est-ce que le but, c'est de pouvoir à un moment donné passer ces diplômes de ce côté-là aussi? Moi, c'était important pour moi. En fait, entre guillemets, j'y gagne rien parce que je suis bénévole sur ce poste. Moi, c'est vraiment par l'envie du jeu. J'aime tout simplement être au bord des terrains et avoir ce côté coaching. C'est aussi par rapport au numéro 1 qui est en fait l'analyste numéro 2 des pros qui entraîne et qui est l'entraîneur principal des U16R1 et avec qui j'ai une très bonne relation et avec qui je souhaitais entraîner. Et on a ce côté où on regarde énormément de matchs, donc je pense que ça aide dans un côté d'entraîneur, même si ça ne fait pas tout. Par rapport à la vidéo, on ne l'utilise pas on l'utilise pas pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. C'est sûr que c'est chronophage et on aimerait pouvoir intégrer certaines séances vidéo ou avoir, en tout cas, éveillé nos joueurs sur ça. Moi, oui, mon objectif, c'est de développer un maximum mes compétences, que ce soit dans l'analyse vidéo et le coaching. Je pense que c'est deux aspects qui sont pertinents et qui me permettent de faire de moi un meilleur profil dans le milieu du foot, tout simplement, parce que c'est très dur de vivre du foot. Il y a de plus en plus de jeunes qui sortent de formation d'analyse vidéo, qui ont les diplômes pour entraîner soit au plus bas niveau, soit plus haut, soit au niveau professionnel, etc. Donc, c'est important d'avoir un profil attractif. Et donc, moi, c'est toujours dans cette volonté d'apprendre un maximum. Je te remercie pour cette réponse. Avant qu'on continue, je vous partage dans le chat, si jamais vous souhaitez vous former à l'analyse vidéo, si vous êtes intéressé, voilà, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra avec grand plaisir, que ce soit sur ça, sur les métiers de recruteur, etc. Je vous ai partagé ça. On va finir tranquillement. Voilà, je pense qu'il va nous rester une grosse dizaine de minutes, un petit quart d'heure maximum. Il y a eu quelques questions que j'ai trouvées pertinentes dans le chat. On va y répondre avec Anatole. La première, c'est celle qui a été posée en dernier. Et Tom qui nous demande « Bonsoir, est-ce qu'il y a besoin de passer des diplômes pour pouvoir entraîner les jeunes de Bastia, type BMF, etc. » Je te laisse répondre, Anatole. Bien sûr, oui, il y a besoin, surtout dans un club professionnel. Le premier analyste, de ce que je disais, l'entraîneur principal a les diplômes pour entraîner à ce niveau-là. Donc, c'est évidemment important. Après, moi, vu que je suis dans un rôle d'adjoint qui n'est pas primordial au niveau régional, parce que c'est des jeunes qui sont au niveau régional et non national, il n'y a pas forcément le besoin et la nécessité. Par contre, sur un rôle de premier entraîneur, oui, c'est évidemment nécessaire. Oui, et alors pour le coup, je peux répondre aussi, étant avec les 15 R2 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Là, pareil, le coach principal a ces diplômes-là à un certain niveau. Par contre, en tant qu'adjoint, en tant qu'éducateur, dirigeant, on appelle ça, sur certains, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ces diplômes-là. Après, il y a les possibilités de les passer, et je pense que toute la conversation avec Anatole vous prouve que c'est important de pouvoir se former, etc. On a Alexis Chulou qui nous a demandé aussi tout à l'heure comment fais-tu pour faire des retours individuels aussi rapidement en une soirée pour les joueurs de la N3 et qu'est-ce que tu regardes pour faire ces retours? Alors en fait, c'était peut-être pas le bon terme retour individuel, c'est-à-dire c'est simplement à la fin du match, moi j'essaye, quand on joue à domicile en tout cas, parce que c'est plus simple pour avoir la vidéo du match, j'essaie que les joueurs, en rentrant chez eux, ils aient toutes leurs séquences, c'est-à-dire tous les moments où ils ont touché le ballon ou alors ils ont été en action de jeu sur le ballon. Donc imaginons un défenseur central qu'il ait ces 6 ou 7 minutes de tous les moments où il a géré la profondeur, où il a eu à faire un jeu long, où il a eu un duel en 1 contre 1, pour que lui puisse avoir une analyse sur son match. Je pense que c'est important. Et ensuite, moi, dans un second temps, mais ce sera plus tard dans la semaine parce que c'est trop compliqué, comme tu peux t'en douter, Alexis, de faire un retour individuel directement après le match, surtout parce qu'il y a la performance aussi qui rentre en jeu et on n'est pas toujours objectif. Moi, dans un second temps, avec certains, de manière de temps en temps ou alors toutes les semaines, on aura une discussion ensemble sur qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais dire retour individuel. On a encore, il me semble, alors on a Laurent Bouchès qui demandait, je souhaite faire la formation pour être analyste et je voulais savoir, y a-t-il une certification, comment cela se passe au niveau des clubs recrutés. J'ai publié le lien pour prendre des renseignements, donc je t'invite à passer par là directement et on te répondra avec plaisir a posteriori. On avait encore, il me semble, Alexis avec une question qui nous demandait est-ce que toutes les analyses dans la première université tu les faisais grâce à VO parce que, et moi je vais préciser avant que tu répondes, VO c'est en 1 il y a la caméra donc, qui permet de filmer et en 2 il y a aussi un ajout qui permet d'analyser. Est-ce que toi c'était le cas? Est-ce que tu pouvais analyser directement avec ce que tu filmais sur VO? Alors nous on utilisait les tags, donc c'est ce qui permet en tout cas le coach aimait beaucoup les tags pour sélectionner certaines séquences. Moi de mon côté pour rajouter les séquences qu'il souhaitait avoir dans le montage pour présenter aux joueurs. Après, on faisait sans VO. J'avais le match sur Premiere Pro, qui est un logiciel de montage très classique. Et voilà. On avait encore des questions. Je regarde. On avait une question de Amine Mara. Je crois que ce sera à peu près la dernière, qui nous demandait y a-t-il des logiciels qui s'occupe des stats d'un match? Si oui, lequel? Donc je pense que Amine parle de quelque chose qui s'occupe de compiler les stats d'un match et peut-être que des logiciels qui sont accessibles que pour les clubs pro et pas pour le grand public. Oui, il y en a énormément. Il y a des logiciels comme StatBomb, StatEdge, Provision. Après, je ne les ai pas tous en tête. Wisecout permet ça dans une certaine mesure.
Après, je pense que, même si c'est toujours pertinent d'avoir énormément de data, comme on dit, dans un niveau, je pense que c'est utile dans un niveau professionnel ou qui se rapproche du professionnalisme, parce que on peut très vite, utilisant aujourd'hui ces logiciels, on peut très vite se dire, ouais, on peut utiliser cette donnée ou celle-ci, mais au fond, en tout cas dans des niveaux plus amateurs ou plus bas, c'est important de rester sur l'aspect jeu, je pense. Et c'est moi qui dis ça en tant qu'analyse vidéo, sachant qu'on utilise beaucoup les data. L'aspect jeu et l'aspect appréhension de l'entraîneur est très importante. Mais oui, il y a beaucoup de logiciels. Et en tout cas, par rapport à nous, au U16R1, on n'utilise pas du tout de logiciel qui nous permet d'avoir des données. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. Pour répondre à la question aussi d'Amine Mara, pour le grand public, tu peux aussi utiliser FBref de mémoire, qui donne accès à pas mal de stats individuelles et collectives sur les grands championnats du moins. Et je crois qu'ils sont en train d'en sortir à vérifier, mais sur les Ligue 2 européennes notamment. Ensuite, concernant les stats, je sais que me concernant, j'évite de rentrer dans un biais de confirmation en regardant la data avant. Je préfère, sur un replay par exemple, je préfère regarder le replay, me faire une idée, ensuite aller chercher de la data pour voir si ça correspond ou pas à ce que j'ai vu. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça peut être intéressant, surtout si on parle de jeunes ou sur des équipes en N3, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est important. Et il y a toujours cet exemple par rapport au nombre de passes réussies. C'est exactement dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire, un joueur peut très bien réussir 100% de ses passes tout en jouant tout le temps en arrière. Donc, il y a la même situation sur énormément de stats. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et ben écoute, je regardais encore si on avait des questions. Alors, il y avait des questions qui n'avaient pas grand-chose à voir, donc rapidement, mais Adifa qui me disait, je voudrais être agent de joueur. Comment ça se passe? Alors, agent de joueur, c'est encore différent. Je t'invite à te renseigner via Formation Football aussi. Tu peux regarder ça, mais il y a d'autres moyens. Là, on était plutôt sur quelque chose sur de l'analyse vidéo. Tac. On a une question, pardon. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un étranger d'être analyste de foot en France? Si oui, par quelle étape, quel moyen ou quel chemin pour y accéder? Alors déjà, je pense que si Anatole a été analyste aux États-Unis, je pense qu'un étranger peut aussi être analyste en France. Après, par quelle étape, quel moyen ou quel chemin pour un étranger? Je ne sais pas si on a une réponse à ça en particulier, à part des diplômes et le réseau qui semble important dans tout ton cheminement aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, je pourrais pas te guider. Après, ouais, simplement contacter un maximum. Il y a pas d'email en trop, il n'y a pas de coup de fil en trop. C'est entre guillemets le jeu. Et après, être fort de proposition. Par exemple, une équipe, tu as envie de rejoindre un club professionnel, prends un match et analyse-les et envoie directement ton analyse, que ce soit en Angleterre, que ce soit de l'étranger en France. Je pense qu'il y a énormément de possibilités. Et là où il y en aura une, il faudra que tu la testes et que tu sois le seul qui enverra une candidature ou quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est être fort de proposition et toujours tenter. Et on va finir par ce mot de la fin. Ça fait un peu plus d'une heure. Être force de proposition, je pense que ça résume plutôt pas mal notre discussion depuis le début. Anatole, déjà, je te remercie énormément de ce partage d'expérience. Parce que c'est vrai que tu as un profil qui n'est pas forcément un profil classique. Et pourtant, c'est super intéressant. Donc, je te remercie d'être venu nous en parler sur une de tes rares soirées de libre. En tout cas, on te souhaite une bonne saison, que ce soit avec la U16, la N3 ou la Ligue 2. Merci beaucoup, Kevin. C'était un plaisir. Je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés. Encore une fois, voilà, si vous avez une envie de vous former, si vous êtes déjà dans le football et que vous voulez passer des compétences en plus, ce qui, vous l'avez entendu avec Anatole, est super important, ou si vous ne travaillez pas du tout dans le football et que vous voulez avoir des renseignements pour une réorientation, n'hésitez pas à nous contacter et puis à nous suivre sur les réseaux. On fera encore ce genre de webinar toutes les 2 semaines, tous les mois, avec des invités tout aussi passionnants. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt.